Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition concoctée avec beaucoup d'amour par la rédaction de Motor Live. Si vous vous intéressez à l'actualité des 2, 3 ou 4 roues, ne cherchez plus, c'est ici que vous avez trouvé. Au programme de cette édition, on vous propose de faire quelques tours de roue en Bullitt Cooper, une moto de 125 cm3 qui surfe avec brio sur la vague vintage, qui déferle avec beaucoup de force actuellement sur nos côtes et partout ailleurs. On fera aussi dans le plutonique, le beaucoup plus tonique d'ailleurs, avec l'essai de la dernière créature sortie du laboratoire secret de BMW Motorrad, la S1000 XR, un trail sportif survitaminé, mené, il faut bien le dire, de main de maître par Julien, qui définitivement n'a peur de rien. Mais pour commencer, un duel entre deux best-sellers, la Kawasaki ER6N et la Yamaha MT-07, la jeunesse ou la maturité. On a voulu savoir si la Kawa est à votre bord est en somme. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est un duel entre cette Kawasaki ER6N, une ancienne, elle a déjà bientôt 9 ans, et puis cette nouveauté, la MT-07, qui a de sérieux arguments à faire valoir. Vous allez constater que la Kawasaki ER6N a encore de beaux restes, et que la MT-07 pourrait quand même venir la taquiner. On aura l'occasion de les essayer en ville, sur route. Vous êtes prêts? C'est parti! Moto idéale pour les jeunes permis, la Kawasaki ER6N est un best-seller depuis sa sortie en 2005. Mais en 2014, Yamaha pourrait bien lui donner du fil à retordre avec la nouvelle MT-07. La verte a-t-elle des raisons d'avoir peur de ce challenger? Un duel s'imposait. Polyvalence, facilité, prix contenu, tels sont les arguments de ces roadsters de moyenne cylindrée. Que donne-t-elle en ville, sur route et sur autoroute, et que propose-t-elle pour le prix qu'elle coûte? D'un côté, voici une moto qui a largement fait ses preuves. Elle a subi un sérieux lifting en 2012 en adoptant un joli cadre tubulaire et un bras oscillant banane. Kawasaki avait aussi travaillé le bicylindre en ligne pour le rendre plus coupleux, à bas et mi-régime. En face, la nouvelle MT-07 avec qui Yamaha compte bien ravir des parts de marché à Kawa. Sa recette, une esthétique racée et un caractère fougueux. La MT-07 inaugure ainsi un tout nouveau bicylindre type crossplane inspiré du 4 cylindres de la sportive R1 sous une robe très look et street. Sur le papier, les valeurs des deux bicylindres en ligne sont proches. Le moteur de l'ER6 cube 649 cm3 lorsque celui de la MT-07 en fait 689. En termes de puissance, l'avantage va encore à Yamaha avec 75 chevaux à 9000 tours-minute quand la Kawet affiche 72 chevaux à 8500 tours-minute. Idem pour le couple, 68 Nm à 6500 tours-minute pour la Yam, 64 Nm à 7000 tours-minute pour la Kawa. Mais en route, voici deux comportements différents. L'un est rageur dès les bas régimes, l'autre se révèle plus tard. Avec de tels gabarits et un prix abordable, la Kawa comme la Yam font de l'œil aux commuteurs. En ville, le R6N s'avère effectivement très maniable parce qu'elle est assez étroite, un petit peu moins que la MT-07, mais elle est quand même assez étroite, ce qui fait qu'elle passe assez facilement entre les voitures. Concernant les rétroviseurs, sur le R6, ils sont plutôt bien placés, peut-être un petit peu plus haut, et c'est vrai qu'on voit finalement très peu l'écoute dans les rétros, on voit nettement mieux ce qui se passe derrière. Avec sa position plus droite et sa tête de fourche inexistante, aucun ralentissement urbain ne semble pouvoir arrêter une MT-07. D'autant que le R6 avec 206 kg tout plein fait accuse 27 kg de plus. En revanche, la réponse franche à l'accélération de la MT-07 demande de travailler un peu plus l'embrayage, heureusement souple pour éviter les à-coups, là où le R6 est plus douce. Dans les deux cas, la boîte de vitesse est parfois récalcitrante. Le sélecteur de la MT-07, très proche du repose-pied, oblige à se tordre un peu la cheville pour monter les rapports. En termes de confort, ces suspensions plus souples qui avalent aisément les pavés donnent un avantage à la MT-07. C'est sur route que ces roadsters révèlent tout leur potentiel. La Yamaha MT-07 se comporte tel que son design le laisse imaginer. Fougueuse, voire furieuse. À la moindre rotation de la poignée droite, son étroit bicylindre la catapulte jusqu'au prochain virage. Elle demande parfois un peu de retenue, notamment en sortie de courbe où on pourrait vite regretter l'absence d'antipatinage, surtout que le train avant est bien léger. Par contre, le combiné arrière avoue assez vite ses limites. Moi, je trouve que ça pompe un petit peu sur les bosses.
Et puis la fourche, elle, a tendance à plonger très rapidement, d'autant plus qu'il y a un freinage très mordant. Bon, du coup, elle aime pas trop être brutalisée. Le R6, plus lourde, est mieux campée sur ses roues, même avec un pneu arrière moins large. Tout le poids de la K-Wet semble concentré sur la roue avant. À l'arrière, l'ABS se déclenche facilement. Son moteur, certes moins rageur, envoie quand même pas mal, notamment entre 7000 et 8000 tours minute. Sur route, elle sera peut-être un petit peu moins exubérante, mais elle assure des tenues de cap vraiment très efficaces, y compris sur route bosselée, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la MT-07. Par contre, bon, en termes de freinage, là vraiment, il n'y a pas photo. C'est nettement plus mordant sur la MT-07 que sur le R6, malgré des disques de frein qui sont nettement plus imposants. Ça aurait mérité des étriers un petit peu plus puissants. On appréciera quand même beaucoup sa suspension. À l'arrière, c'est vraiment très efficace, un petit peu plus raide que sur la MT-07, mais nettement plus confortable à l'usage. Ça pompe beaucoup moins. La sonorité est quand même nettement plus présente sur le R6 que sur la MT-07, et c'est vrai que sans être extraordinaire, ça donne plus de sensations qu'avec la Yamaha. Sur autoroute, pour les deux, elle ne déroge pas à la règle. En bon roadster qui se respecte, jusqu'à 110 km/h, ça va à peu près, mais à 130, à moins de faire le dos rond, au bout de quelques dizaines de kilomètres, ça commence à tirer sévèrement sur la nuque. Avantage tout de même pour la Kawasaki qui dispose d'un minuscule saut de vent et d'une selle plus qu'honorable, contrairement à la Yamaha dont l'assise viendra à bout des séants les plus tannés. C'est vraiment beaucoup plus efficace sur le R6 que sur la MT-07, et là, franchement, on peut envisager de plus longues distances sans trop souffrir de l'arrière-train, quoi. En revanche, la souplesse des suspensions de la MT-07 permet de survoler les aspérités de la route et ses vibrations moindres permettent de retarder le moment où les inévitables fourmis finiront par attaquer. Alors à moins d'adopter vraiment une position de conduite type sport, très penché en avant, et on aura déjà bien assez à faire avec le fessier qui définitivement se fait malmener par la selle, qui est quand même un petit peu dur, et puis si vous reculez, comme une espèce de trou en fait, qui est vraiment pas très agréable. En matière d'équipement, le poids des ans commence à se faire sentir sur la Kawa. Un compte-tour analogique et un écran numérique avec les tripes partielles, le totalisateur, la consommation moyenne ou instantanée et un petit voyant écho. Même chose ou presque sur la MT-07 mais en plus moderne avec un compte-tour de type bar graphe placé en haut de l'écran. En plus, la Yamaha dispose d'un indicateur de rapport engagé et de température moteur. Question éclairage, avantage à la Kawasaki. Si dans les deux cas le combiné arrière à LED est efficace, le phare de la MT-07 n'est pas très visible dans la circulation. Sous la selle passager de la Yamaha, un petit espace permet de ranger un bloc disque et un pantalon de pluie. Sous celle de l'ER6, on peut ranger un U mais guère plus, sauf à se délester de la trousse à outils. Le passager appréciera les poignées de l'ER6, un peu moins la sangle qui équipe la minuscule selle de la MT-07. Idem pour les repose-pieds. Les 4 sont caoutchoutés sur la Kawasaki, quand le passager de la Yam devra se satisfaire d'éléments tout métal. Côté conso, là aussi les chiffres avantagent la Yamaha qui s'est contentée de 4,8 litres au 100 en cycle mixte, quand la Kawasaki en a réclamé environ 5,5 litres. Un écart qui s'explique par le poids supérieur de l'ER6, mais son réservoir plus grand lui autorise la même autonomie que la MT-07, environ 300 km. La nouvelle Yam, enjouée et moderne, vient bousculer les codes de la catégorie. Plus fun et plus design que le R6, elle est hyper efficace en ville et son moteur fougueux fait merveille sur les petites routes. Si le R6 accuse un peu le poids des ans, elle se révèle globalement plus prévenante et plus confortable, plus rigoureuse et plus homogène. Avec un tarif à peine supérieur dans cette version ABS, la Verte a encore de beaux jours devant elle.
Le succès des motos vintage fait des émules et le créneau de la moto 125 succombe également au charme du passé. Voici donc les Bullitt, de petites 125 lookées anglaises des années 70 qui ont aussi comme atout un tarif autour des 2000 €. Découverte autour de la Méditerranée pour notre plus grand plaisir. Une machine au look fort sympathique, qui n'est pas sans rappeler certaines marques anglaises. Le petit drapeau anglais est bien en évidence sur les côtés de la machine. La Cooper joue la carte So Chic, un petit roadster joliment réalisé et dont la finition se montre très correcte. Le logo Bullitt Motorcycle en relief sur le réservoir de 12,5 litres doté de ses grippes genoux laisse une impression flatteuse. La version S se distingue par une décoration bicolore, une fourche inversée, deux freins à disque, des roues en 17 pouces et globalement un châssis plus sport. On ne peut qu'apprécier le look, mais le reste est-il à la hauteur? On s'installe au guidon constatant une position de conduite naturelle. La selle se positionnant à 760 mm permet à tous et à toutes d'avoir les deux pieds parfaitement au sol à l'arrêt. Démarreur, starter sur le carburateur, la mise en route est alors immédiate pour entendre une belle sonorité rauque et valorisante sortir du silencieux saucisson, une appellation due à sa forme évocatrice. Là, je monte les rapports, juste pour vous faire écouter un bruit de moteur sympathique, bien dans le ton de la machine. C'est discret, mais un petit ronronnement sympa quand on monte en régime. C'est agréable à entendre. C'est onctueux, c'est facile, ça permet de bien se déplacer en ville, de ne pas trop jongler avec l'embrayage. Là, on roule un peu plus vite. Le moteur est généreux, il donne encore de la puissance. On arrive facilement à 100 km/h. Je suis dans une petite route de montagne. On accélère, on n'a pas besoin de jongler avec la boîte de vitesse qui est très souple. Les rapports passent très bien, il n'y a pas de faux points morts. On peut s'extraire facilement de la circulation. Pour doubler, ça va bien. Les commandes sont précises. Les Cooper embarquent un moteur 4 temps à refroidissement par air d'origine Suzuki. Il propose un peu plus de 11 chevaux à 10 000 tours minute avec un couple de 9 Nm. Tout cela associé à une boîte 5 rapports bien étagée et verrouillant bien les passages de vitesse. Le guidon comprend le commutateur d'éclairage, le démarreur et le coupe-contact à droite. La main gauche ayant les traditionnels clignotants, avertisseur, inverseur code phare plus appel de phare. Au centre prend place le compteur rond avec totalisateur général et partiel à rouleau. Deux voyants, clignotants et points morts complètent une instrumentation minimaliste. Les deux rétro-ronds offrent une vision correcte. Avec ses 110 kg sur la balance, la Cooper se manie avec facilité. Les jolies jantes rayonnées chaussent des pneus de 18 à l'avant et de 16 à l'arrière, assurant une bonne tenue en virage. Le comportement de la Cooper S est plus sportif. La direction, plus lourde, est aussi plus stable et le freinage plus mordant avec un disque de 300 mm à l'avant et un disque arrière remplaçant le tambour de la Cooper. Le châssis est différent avec une selle à liseré blanc située un peu plus bas et des jantes en aluminium en 17 pouces chaussant des pneus à sculpture. Le passager pourra se tenir à deux poignées latérales ou à l'arceau arrière, prolongeant la selle à surpiqûre située juste au-dessus du petit feu arrière. C'est onctueux, c'est puissant, ça ralentit bien la machine, c'est agréable, vous permettre de bien freiner la machine, de bien la positionner dans les virages. On peut prendre de l'angle, c'est bien agréable, une bonne surprise, une machine qui est bien née. Bonne surprise avec ces Bullitt Cooper qui jouent une belle carte vintage sur le créneau de la 125.
Un bon moteur, un style séduisant, une bonne finition et le tout à un tarif contenu. La recette n'est pas nouvelle, mais voilà un challenger qui manquait dans la catégorie. Après avoir déboulé en 2009 avec son hyper sportive S1000RR et remporté haut la main les éloges de la presse mondiale et de la compétition, BMW s'attaque au segment du trail sportif avec sa nouvelle S1000XR. Conçue pour le voyage à deux et équipée de valises en option, la S1000XR se poste comme l'un des meilleurs trails routiers du moment. La XR fait base commune avec le roadster de la marque sorti en 2014, la S1000R. Elle hérite donc du précieux 4 cylindres de 160 chevaux à 11 000 tours minute et ses 112 Nm à 9 250 tours minute, ramenés à 107 chevaux pour la France, évidemment. Elle reprend aussi pas mal d'éléments du roadster, à commencer par le cadre périmétrique en aluminium dont le moteur joue un rôle porteur. Néanmoins, la cartographie d'injection de la XR a été entièrement revue pour mieux coller à l'orientation plus routière. Son phare à LED disponible en option renforce davantage l'agressivité du bestiau campé sur sa béquille latérale ou sur la centrale de série. Une fois le 4 cylindres en route, l'échappement délivre un bruit sportif très sympa. Ça pétarade même gentiment au rétrogradage sur le mode dynamique, un peu moins sur les cartographies Rain et Road. Malgré son caractère sportif, la S1000XR étonne par son confort inattendu. Sa selle est ferme mais filtre assez bien les vibrations du 4 cylindres et les aspérités de la route pour préserver le fessier. C'est plus du côté des commandes aux mains et aux pieds que l'on ressent davantage les fourmillements. Au chapitre de la protection, là aussi, c'est vraiment bien. Alors cette BMW S1000XR, moi c'est mon petit coup de cœur de l'année. Globalement on a une moto qui est sportive mais qui est montée sur échasse parce qu'on a des grandes suspensions. Ce qui permet d'avoir une position assez relaxe. On a une selle qui est pas très moelleuse mais qui en l'occurrence est relativement confortable. Là je viens justement de relever la bulle manuellement, donc c'est assez simple, ça prend une seconde. Et on a une protection au vent qui est assez bonne. Bien que la S1000XR puisse se vanter d'une autonomie qui varie entre 250 km en mode très sportif et 320 km en mode cool, en plus de ses suspensions électroniques réglables au guidon, c'est surtout à vive allure que la BM surprend. La S1000XR est particulièrement agile dans les changements d'angle et sa tenue de route est irréprochable grâce au bon grip des Pirelli Diablo Rosso 2. Les 3 cartographies d'injection permettent de se sentir en sécurité, tandis que le traction control est plus actif selon le mode choisi. On a un moteur qui est assez coupleux à bas régime, qui reprend dès demi-tours. Et ensuite la montée en régime elle est vraiment fabuleuse. C'est vrai que là d'origine le pot il est vraiment fabuleux. Un peu trop parfois même. Parce que sur un 300 bornes justement on peut trouver ça un peu bruyant. Alors, il y a un truc qui est vraiment génial, c'est ce shifter pro qui permet évidemment la montée des rapports sans utiliser l'embrayage, mais évidemment aussi la descente. Le feeling est impeccable. Au niveau du châssis, c'est vraiment bluffant. La moto tient parfaitement de pavé. Et alors le plus bluffant, c'est que c'est un trail routier, mais on n'a pas l'inertie ou le centre de gravité assez haut d'un trail. Au contraire, le centre de gravité il paraît assez bas, donc on conserve vraiment une bonne agilité. Alors l'ABS, c'est génial, le freinage.
Voilà, on s'arrête en un clin d'œil, c'est vraiment parfait. Superbement équipée avec ses assistances électroniques, la S1000 XR se démarque par sa sécurité active, ses suspensions adaptées à tous les revêtements ou presque, tout comme son nouvel ABS proactif sur l'angle. BMW a donc réussi son pari, proposer une moto avec un caractère sympa, capable de performance sportive et surtout, partager ce plaisir à deux. Ah oui, je vous le confirme, c'est fini pour aujourd'hui. Enfin, rassurez-vous, on sera de retour le mois prochain. Bye.